Bienvenue sur le plateau Sport Mag au Salon des Sports, au Salon des Maires. C'est Porte de Versailles à Paris et c'est chez vous, ou c'est sur votre portable, ou c'est sur votre tablette. Vous nous regardez où vous voulez, mais en tout cas vous nous regardez parce que vous voulez savoir ce qui se passe ici au Salon des Sports. C'est la grande réunion nationale des collectivités territoriales, des communes, des communautés de communes, des départements, des régions, des ministères même, avec les acteurs du sport. Et parmi les sports, s'il y a bien un sport français, c'est la savate. On va parler savate, avec le comité directeur de la savate française et notamment son président Joël Dumez. On a aussi Hugues Relier, le DTN de la Fédération française de savate. Ludovic Petet qui est cadre technique, c'est pour le comité départemental de savate de Paris. Et Gilles Leduigou qui est vice-président et trésorier de la Fédération française de savate, mais aussi vice-président de la Fédération internationale de savate, tout comme d'ailleurs Joël, vous êtes aussi vice-président de la Fédération internationale de savate. Et alors, moi j'ai envie qu'on rappelle à ceux qui nous regardent et qui découvrent la savate, qu'est-ce que c'est que la savate? N'oubliez pas votre micro. Bonjour à toutes et à tous. Oui, la savate boxe française. Qu'est-ce que la savate boxe française? C'est un sport déjà, un sport très historiquement français, puisque depuis 200-300 ans, nous avons été précurseurs de ce sport pied-point. La savate boxe française, c'est le seul sport qui se pratique sur un ring, sport de combat pied-point, qui se pratique sur un ring avec notre spécificité, une chaussure. C'est bien pour ça que ça s'appelle d'ailleurs la savate boxe française. Sport pied-point, donc avec les poings, comme notre cousine la boxe anglaise, et bien sûr avec les pieds, mais nous, notre spécificité, c'est la chaussure, et on a le droit de toucher qu'avec la chaussure. Voilà, on a fait le tour, maintenant on peut monter sur le ring. Cette fameuse boxe anglaise dont vous parlez, c'est quand on parle de boxe, évidemment, au niveau international, on se dit c'est la boxe anglaise. Et c'est d'ailleurs ce qui sera aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La savate, elle, ne sera pas un sport collectif en 2024. Pourtant, elle l'était en 1924. On s'était dit, c'est magnifique, un siècle après, on est de retour à Paris. Allez, on va remettre la savate en sport collectif, en sport olympique. Ça ne s'est pas fait. Mais ce n'est pas pour ça que la savate ne sera pas présente en 2024. Alors, comment est-ce qu'elle va être présente, cette savate, Ludovic Petet? Écoutez, nous intervenons au maximum de ce qui est possible sur Paris et dans les régions sur la mise en place d'activités justement pour promouvoir le sport et plus particulièrement notre discipline bien sûr. Donc pour ce faire, nous sommes en contact avec notre fédération qui nous fournit pas mal de renseignements, d'informations, mais aussi avec les CDOS, mais aussi avec le comité national olympique, mais aussi avec les mairies, la mairie de Paris en l'espèce pour moi. Et à chaque fois qu'il y a des activités, des possibilités d'intervenir dans les écoles, de faire des initiations, eh bien, nous mettons en place une équipe d'intervenants et nous pouvons intervenir plus particulièrement, mais pas que, auprès des jeunes et des enfants. Alors vous justement qui êtes au contact de ces jeunes et ces enfants, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que vous ne passez pas à la boxe anglaise comme tout le monde? C'est quoi qui vous maintient à la savate? Eh bien c'est justement la particularité d'avoir les jambes aussi qui fait que c'est complètement différent dans la pratique. Il y a un aspect aussi plus facilement probablement ludique de travailler avec les 4 segments et non pas seulement avec 2. Et justement pour les enfants, il y a beaucoup d'autres possibilités que de se mettre un peu des poings dans la figure comme en boxe anglaise où il y a assez peu de technique. Il y a une technique, il y a plus de possibilités gestuelles, il y a plus de possibilités ludiques et au niveau des enfants ça plaît beaucoup et justement ça plaît autant aux féminines qu'aux garçons. Alors ce qui est fou en plus quand on voit ces images, je trouve que ça ressemble à ce qu'on voit dans les films, dans les séries, c'est-à-dire qu'en fait c'est très actuel. Quand on parle de savate, on a l'impression, on revient presque aux Brigades du Tigre, alors que pas du tout en fait. Quand on voit ces images-là, on se dit que c'est exactement ce que les jeunes regardent à la télé avec ces héros qui tapent avec le pied, avec les mains. Oui, c'est vrai que la gestuelle peut se rapprocher de ce qu'on peut voir des fois pour certains arts martiaux ou ce qu'on peut voir dans certaines séries, ce qu'on peut voir dans certains jeux vidéo aussi, parce que le fait d'avoir des coups avec les segments, les bras et les jambes, ça permet quelque chose de plus riche, quelque chose de plus dynamique, quelque chose de plus joué que simplement être un peu plus face à face avec son partenaire et ne travailler qu'avec des points.
Donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui plaît, et en particulier, mais pas que, pour les féminines. Et je dirais même que c'est plus spectaculaire, Président. Vous avez là un sport qui est spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait du bien à ceux qui font de la savate, mais à ceux qui regardent aussi, parce que c'est comme un peu un ballet sportif. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, vous qui êtes dans la savate depuis tout petit, qu'est-ce qui fait que finalement la savate n'a jamais réussi à revenir sur le devant de la scène comme c'était avant? Alors évidemment, ça va le faire, mais qu'est-ce qui fait là qu'on en est là? Ce qui fait, c'est que nous sommes un sport amateur, donc pas professionnel. Donc on évolue avec nos finances, avec nos fonds propres, avec bien sûr des aides du ministère, du gouvernement, bien entendu. Et aussi, nous sommes pas olympiques. Ouais. Ça, c'est un gros frein. Bon, alors on a dit… Donc, amateur et pas olympique. Bon, donc ça veut dire que le parcours est long, mais le parcours est possible. On le verra d'ailleurs tout à l'heure, comment on peut faire revenir la savate française sur le devant de la scène. Mais donc pendant les Jeux Olympiques et en amont des Jeux Olympiques, la savate va quand même profiter de cet élan olympique. Oui, tout à fait, on l'a vu, on est en contact avec le comité national olympique par exemple, et ça fait la 3e saison, mais il y a 3 saisons on était déjà dans le processus olympique, où avec Paris Sport Dimanche, nous faisons des animations par exemple tous les dimanches sur plus de 4 mois, dans 2 endroits différents à Paris, ouverts gratuitement à tous, sans inscription, et où les gens peuvent venir pratiquer. En général, c'est dans les jardins, dans ce genre d'endroits, et donc il y a du monde qui vient pratiquer pendant plusieurs mois. Avec les enfants, idem. Par exemple, demain, nous serons à Carpentier, la salle dans le 13e, où avec des écoles, nous allons faire 7 rotations d'initiation pour les enfants, de CM1, de CM2 et de 6e. Donc là, nous amenons des enseignants, nous emmenons du matériel et nous faisons des initiations en situation avec les enfants toute la journée. Et ça, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Alors on voit des enfants, on voit des femmes, des filles, des garçons. Voilà. C'est un sport qui peut s'adresser à tous. Est-ce qu'il faut avoir une certaine morphologie? Non, par exemple, justement, là, nous sommes à Carpentier sur des images qui datent déjà de quelques années, mais on était déjà dans les processus, puisque on voit derrière le logo, c'était les JO, l'espoir du sport. Donc voilà, on était déjà en train de faire des initiations. C'est ce qu'on va faire demain à nouveau. Et voilà, tout de suite, on propose aux jeunes de mettre les gants et on les met en situation. Là, on tient à ça par rapport à des fois ce que font certains de nos collègues où on leur fait taper sur des boucliers ou des choses comme ça. Nous, systématiquement, on voit qu'on les met en situation de jeu, on les met en situation d'opposition et même avec quelques techniques, on les fait boxer. Voilà, ils appréhendent déjà l'activité. Oui, on voit que c'est assez spontané, c'est assez intuitif finalement. Voilà, et on voit qu'effectivement, il y a autant de féminines que de garçons. Ce n'est pas les dernières d'ailleurs, justement. Là, on voit une intervenante qui est une compétitrice du copy. Voilà, on essaye d'avoir des équipes avec aussi des intervenantes, bien sûr, pour qu'il y ait une forme d'exemplarité au niveau des filles. Et puis voilà, très vite, on essaye, voilà, on joue, même si la gestuelle n'est pas parfaite au début, bien évidemment, eh bien, on met en situation. Mais encore une fois, c'est ce genre de mouvement qu'on voit beaucoup dans les séries, etc. Donc je pense qu'ils reproduisent. Et pour avoir un fils qui regarde beaucoup les mangas, j'ai l'impression aussi de voir beaucoup ça. Dans les mangas, finalement, c'est peut-être de la savate française qu'on voit et pas forcément des arts martiaux asiatiques. Pour l'anecdote, en quelques secondes, justement, maintenant, il y a des études et des choses qui sont remontées. Et il semblerait qu'effectivement, il y a eu des contacts entre la savate et le karaté japonais. Ouais. Il y avait des instructeurs militaires à la fin du 19e siècle qui étaient au Japon. Et il y a eu vraiment une connexion et des échanges entre les formateurs militaires qui, eux, pratiquaient la savate et le début du karaté. Et en particulier les coups de pied figure, les coups de pied hauts qui n'existaient pas en karaté, apparemment seraient venus de notre savate. Et ce sont des profs de karaté qui le disent. Donc maintenant, c'est pas juste de l'ego de notre côté. Non, et moi je vais vous faire remplir les clubs de savate. Si vous aimez les mangas, passez à la savate. Là, tout d'un coup, vous allez voir, il y a du public. Donc on a vu, vous allez profiter donc en effet de l'engouement pour les jeux, pour faire initier, pratiquer, pourquoi pas, puis faire venir dans les clubs. Et puis il y a aussi des actions sur lesquelles la fédération est engagée, et notamment avant les jeux, Hugues Relier, donc vous êtes le DTN de la Fédération française de savate, et la fédération va accompagner les jeux avant les jeux. Oui, il y a un objectif déjà commun entre tous.
c'est la promesse de 3 millions de pratiquants en plus. On a tous ce rôle-là aujourd'hui, de dire il faut mettre les gens en mouvement et dans l'activité. Et les jeux, c'est une formidable opportunité de développer et de démocratiser le sport en général. Le Paris 2024, le COJO travaille beaucoup avec le mouvement sportif et donc on travaille beaucoup avec le COJO. Le COJO, c'est le comité organisateur des Jeux Olympiques. Le COJOP en fait, puisque c'est les oui, Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc on travaille beaucoup avec eux aujourd'hui sur la question de l'héritage des Jeux. Et donc en amont de ce temps de célébration, il va y avoir un certain nombre d'actions. Donc on l'a vu avec Ludovic, mais il y a aussi des actions à portée nationale et notamment le parcours de la flamme. Ah, c'est même à portée mondiale, la flamme olympique. Évidemment. Et pour les Jeux Olympiques, on va avoir un parcours de 69 villes qui vont être traversées quand même par la flamme. Et nous, l'objectif à la Fédération de Savate, c'est de faire en sorte que dans chacune de ces 69 villes, il y ait de l'activité savate pendant ce temps-là. Et si on peut faire en sorte que la savate boxe française soit présente dans ces 69 villes traversées par la flamme, on participera comme ça de cette grande fête populaire. On a également aujourd'hui 3 ou 4 personnes du réseau de la Fédération de Savate qui vont être porteurs de la flamme. Et donc c'est aussi un engagement très fort de notre part de dire on va participer concrètement à ces jeux-là. Vous êtes bon joueur, vous n'êtes pas sport olympique, vous avez du mal à vous faire reconnaître, mais vous faites partie de la fête. Alors, c'est un petit peu stratégique aussi, parce qu'on a envie d'exister pendant les Jeux. Ouais. Et je crois, et c'est aussi l'esprit de Paris 2024, c'est de dire que tous les sports, qu'ils soient olympiques ou non olympiques, ils ont leur place, ils ont de la visibilité possible et ils participent de cette grande fête populaire. Donc oui, évidemment, nous, on va y participer pleinement. Donc le parcours de la flamme, et puis après, il y a la célébration. Ouais. Et pendant ce temps des Jeux olympiques et paralympiques, on va être présent, notamment au Club France. Donc le Club France, quand même, je vous rappelle, à la Villette, pendant tout le temps des Jeux olympiques et paralympiques, c'est une grande fête où tous les spectateurs, tous ceux qui ont envie de participer vont pouvoir s'essayer. Et on va être présent pour faire des animations, pour faire découvrir nos activités. On va être présent également dans les parties un peu plus fermées du Club France pour pouvoir aussi discuter et travailler avec les instances internationales pour pouvoir mieux faire reconnaître notre sport et notre fédération auprès des décideurs internationaux. Donc voilà un peu toutes les actions qui sont engagées aujourd'hui. Alors honnêtement, quand je vous écoute, alors oui, il n'y aura pas de médaille, il n'y aura pas de podium parce que vous n'êtes pas un sport olympique, mais vous faites vraiment partie de cette fête olympique, vous faites partie de la famille olympique. Mais pour en faire vraiment partie, et là je me tourne vers vous, il faut travailler. Il faut travailler en amont, il ne faut pas travailler sur le ring là, mais il faut aller mettre les gants et aller au charbon, comme on dit, parce que vous, un de vos rôles principaux dans cette fédération, et en tant que vice-président de la Fédération internationale de la savate, Gilles, c'est d'aller auprès du CIO pour que le CIO reconnaisse enfin la savate, parce qu'aujourd'hui, apparemment, la savate n'est pas reconnue officiellement par le CIO. Alors le CIO ne reconnaît pas un sport, reconnaît que des fédérations internationales dans leur qualité à gérer le sport. Voilà. Donc, bien sûr, nous avons une fédération internationale de savate aujourd'hui avec 71 pays et nous sommes reconnus par Sport Accord. Sport Accord, c'est le premier niveau. C'est compliqué d'atteindre le sommet. Donc là, alors vous êtes dans le hall d'accueil. Voilà, mais on est reconnu comme fédération internationale gérant le sport de la savate. Aucune autre fédération de savate ne peut s'inscrire maintenant. D'accord. C'est terminé. Vous êtes en place. Ensuite, on est dans le deuxième niveau, donc qui s'appelle le EMS Group. Le EMS Group, c'est le groupe des fédérations, on a une quinzaine de fédérations internationales qui attendent de déposer leur dossier de reconnaissance au Comité olympique international. Alors qu'est-ce que vous attendez? Alors, on attend la fenêtre, parce que c'est un système de fenêtres. La dernière fenêtre qui a été ouverte, c'était 2016. Donc vous voyez, on est en 2023, depuis 7 ans, il n'y a pas eu de fenêtre. Et le CIO n'accepte pas que l'on aille frapper à la porte, déposer notre dossier. S'ils n'ouvrent pas le guichet, il n'y a personne. Et c'est un système assez long, il faut être reconnu pour être reconnu par le comité olympique, il faut répondre à énormément d'objectifs du comité olympique. Par exemple, est-ce qu'on a un sport handicap? Oui, on a un sport handicap. Est-ce qu'on est un sport d'inclusion? Oui, on est un sport d'inclusion. Vous avez vu avec les jeunes, avec les femmes, etc. Est-ce que vous avez des compétitions mixtes? Oui, on a des compétitions mixtes. Donc vous avez coché toutes les cases du cahier des charges? On coche toutes les cases, je confirme. Alors vous êtes avec quel genre de sport? Il y a quoi autour de vous dans le EMS Group là? Dans le EMS Group, il y a par exemple l'Aikido, il y a des fédérations comme le Kendo, il y a beaucoup de fédérations qui attendent. Alors c'est vrai que le CIO reconnaît énormément
a été construit avec des sports occidentaux. Et il y a énormément de sports asiatiques qui attendent leur entrée. Et qui sont un petit peu similaires à nous, et qui essayent de se développer dans tous les pays. Je vous ai dit, il y a 71 pays qui adhèrent à la Fédération internationale. Et un des écueils pour notre reconnaissance, c'est que ces fédérations dans chaque pays, on ne reconnaît qu'une seule fédération par pays, soient reconnues par leur gouvernement. Mais très souvent, le gouvernement ne gère pas le sport, c'est le comité olympique national qui gère le sport, très souvent dans beaucoup de pays. Et le comité olympique national demande, est-ce que votre fédération internationale est reconnue par le CIO? Non. Alors vous voyez, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la savate, c'est pas possible. C'est le serpent qui se mord la savate. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on travaille, parce que quand on a créé la Fédération internationale, on était 8 pays, on n'était pas beaucoup, ça s'est fait à Paris, à l'initiative de la Fédération française d'ailleurs, ça s'est fait à Paris. Et maintenant 71 pays, on est toujours sur ces 3 niveaux, on implante, on fait des stages. Ensuite, on consolide 2, 3 clubs, 4 clubs, et ensuite on structure en organisation. La Fédération française accompagne ça. On a une commission des relations internationales et on accompagne la construction des fédérations. Ensuite, elles adhèrent à la Fédération internationale. Quand elles adhèrent à la Fédération internationale, elles participent au championnat du monde. Et ça, le comité olympique international est très attentif aux différentes compétitions internationales. On a des championnats continentaux sur tous les continents. Un seul continent, on ne fait pas, c'est l'océan, l'océanique, le continent océanique. Il n'y a que l'Australie et Vanuatu. On n'a que 2 pays dans ce pays-là. L'Australie, vous avez vu, c'est un continent à lui tout seul. Donc, mais on a un championnat asiatique. Il a eu lieu à Tashkent l'année dernière. Il aura lieu l'année prochaine à Bali, en Indonésie, avec à peu près 16 pays. Voilà, on espère même plus, parce que le Népal nous a rejoints là, cette année. Nous avons le Népal. Il y a d'autres pays qui arrivent d'Asie. On a un championnat américain au Brésil, il a eu lieu la semaine dernière, on a un championnat d'Afrique. Mais le problème, c'est que pour prospérer, il faut de l'argent. Est-ce que, par exemple, pour la Fédération française, est-ce que vous avez les mêmes subventions qu'un sport reconnu par le CIO? La fédération, pardon. La fédération française a 60 000 licenciés, ça représente une somme d'argent, etc. Elle est très très bien gérée, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, dans les autres pays, ils n'ont pas d'argent. Ils payent tout. Quand ils viennent au championnat du monde, les Anglais, les Coréens, les Japonais nous disent on paye, non seulement on prend des vacances pour venir, mais en plus on paye nos voyages, on paye l'hôtel, on paye le restaurant, etc., etc. Et on arrive quand même à avoir des championnats du monde avec le dernier, 44 pays en Italie, l'année dernière. Malgré ça. Malgré ça. Donc là, en fait, il faut franchir une étape pour tout d'un coup avoir un peu plus de moyens. Toutes les fédérations internationales qui adhèrent à la Fédération internationale n'attendent que ça, la reconnaissance de la Fédération internationale par le CIO. Alors, ils espéraient tous aussi qu'on soit à Paris 2024. Oui, on a des espoirs, mais après il faut continuer à espérer. Si je regarde une boule de cristal, c'est quand la prochaine fenêtre? Moi j'espère d'ici 2 ans ou 3 ans, parce que 7 ans ça fait beaucoup quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid. Il y a une convention qui devait avoir lieu en Russie, mais il y a eu la guerre Russie-Ukraine, elle a été annulée. Donc ils sont en train de travailler dessus. Là. Je sais qu'il y a une convention à Birmingham bientôt, et à mon avis ils vont décider. Il va y avoir une fenêtre. Et quand il y aura la fenêtre, il faut être prêt. Et je sais qu'il y a une autre action, président, qui vous tient à cœur et qui va jouer en faveur de cette reconnaissance internationale, c'est la francophonie. Expliquez-nous le rapport entre la savate française et la francophonie. Le rapport, c'est clair, c'est que la savate boxe française, c'est un sport historiquement français, comme on l'a dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a été reconnu par l'UNESCO et le ministère des Sports français PCI, patrimoine culturel immatériel en 2015, ça veut bien dire quelque chose. Ce que ça veut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la savate boxe française fait partie de la culture de notre pays, de la France. Voilà, donc sachant qu'il y a énormément de pays francophones dans le monde, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, que ça soit un petit peu partout, il y en a énormément, qui font aussi, certains qui font de la savate boxe française, j'ai décidé, avec 2 ou 3 pays, de créer en 2019 l'UMSF, l'Union mondiale de savate francophone. Ah, francophone, donc pas savate française, mais le F c'est francophone. Francophone. S, savate francophone. Voilà. Donc, bien sûr, on sait tous, et malheureusement, le Covid est passé par là en 2020-2021. 2022, on a commencé à se structurer. Donc, dans cette UMSF, il y a quand même la France, on va le dire. Il y a l'île Maurice,
il y a l'île Maurice, il y a le Liban bien entendu. Et donc dernièrement, le premier gala de savate francophone a eu lieu il y a quelques temps au Liban, on va dire qu'il y a 6 semaines au Liban. Bon, il y a eu un petit retard à l'allumage avec en effet cette pandémie, mais là ça y est, la savate francophone est en marche. C'est en marche. Alors l'année prochaine, on ne va pas dire qu'on va faire le 2e gala, on ne va pas marcher sur les pieds du comité olympique, des sports olympiques, des Jeux olympiques, mais peut-être que 2025, et là, pourquoi pas le faire en France, puisque vous savez très bien que tous les athlètes du monde entier, quand ils vont à une compétition, s'ils peuvent venir à Paris, en France, ouais. c'est l'image. Je suis sûr qu'on est prêt à les accueillir du côté parisien. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. On a des équipes qui sont présentes et voilà, on peut intervenir, initier des gens même qui seraient accompagnateurs, qui ne sont pas sportifs. Mais voilà, on est là pour justement leur faire découvrir. Comme Joël, le président, le disait, effectivement, ça fait partie de notre culture. Et donc, du coup, on a par ailleurs, par exemple, à titre d'exemple, on a des écoles du Danemark. Ça fait 3 saisons qu'ils me contactent. Ils viennent faire un séjour linguistique et culturel en France. Et justement, puisqu'ils sont au courant, ils me demandent de faire une intervention auprès des élèves. Là, ce sont des élèves de lycée en général, justement pour faire une initiation à la boxe française comme élément de la culture parisienne et française. Et alors, puisque vous représentez le comité départemental parisien, oui. Est-ce que Paris est une terre de boxe française ou est-ce qu'il y a une région ou des régions qui sont encore plus marquées ? Alors on va dire que bien sûr c'est le premier département en nombre de licenciés, c'est le plus important. Vous en avez combien ? On est à peu près sur 3500 licenciés et au niveau de la densité, voilà, c'est un petit peu normal. Et puis culturellement, alors l'historique de la boxe française savate, elle est un petit peu compliquée, c'est pas forcément écrit, mais normalement quand même, on peut dire qu'elle est née des faubourgs parisiens au 19e siècle, dans ce qui serait actuellement Belleville et Ménilmontant. D'accord. Justement, c'est dans le secteur où j'habite. Ouais. Et donc voilà, justement, cette partie-là n'était pas parisienne. Il est à fond savate, hein, j'habite sur les lieux de création. Là où il y a la plaque, ici est née la boxe française. Il faut savoir que cette partie-là ne faisait pas partie de Paris. C'était pas Paris. Il y avait des murailles et c'était donc à l'extérieur. Donc les cabarets étaient là, donc les débits de boissons étaient là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait? On allait danser, on allait boire, on s'énervait, on se bastonnait un peu, on se savatait. Et c'est dû à l'observation un petit peu de tout ça. On a mis en place une méthode qui, voilà, au début était une méthode de self-défense, qui est née un peu de la rue. C'était pas que pour attaquer, c'était aussi pour se défendre. Tout à fait. Quand on sortait de ces débits de boissons après avoir bu de l'eau, parce qu'on était évidemment le SAM de l'équipe. Non, plus sérieusement, puisque c'est très bien d'en parler, c'est pas un sport d'attaque, la boxe française. À la base, au début, c'était une méthode de self-défense. Et puis assez rapidement, on est sorti de ça pour en faire un sport de masse, et c'est le cas actuellement. Et effectivement, je dirais, c'est ni d'attaque ni de défense, c'est un sport. C'est un sport de combat, c'est un sport d'opposition avec lequel on utilise ses segments naturels, son corps, pour jouer avec l'autre. On compte les points, oui. On ne cherche pas à tuer l'autre en fait, entre guillemets. Hein, Alors non, effectivement, bon, heureusement j'espère que nos camarades des autres sports ne cherchent pas non plus à tuer. Non mais quand je vois ce que vous voulez dire, bien sûr. Il n'y a pas, on ne cherche pas le chaos par exemple. Alors disons qu'il y a les deux formules. Il y a la formule au chaos en combat, tout comme il y a dans d'autres sports. Et puis aussi de façon très importante, il y a aussi ce qu'on appelle l'assaut, qui est un peu la particularité aussi de notre sport, où là on utilise les mêmes techniques mais sans recherche de puissance, en cherchant à marquer des points sur l'adversaire. Et par exemple, le week-end dernier, à Biancotto, à Paris, nous avons mis en place, il y avait plus d'une centaine d'assauts qui ont été mis en place sur 2 jours, où il y avait autant de féminines que de masculins, uniquement des adultes là cette fois-ci. Et donc il y avait énormément de monde, parce que là on peut trouver son bonheur avec un risque bien moindre que ce qu'on peut voir parfois. Là, on cherche juste à toucher les bons endroits, un peu comme pour l'escrime. Ça serait un peu l'idée. D'ailleurs, culturellement, on est aussi assez proche de l'escrime. Nous sommes d'ailleurs des tireurs et non pas des boxeurs. Donc on reprend aussi justement la façon de parler. On était souvent enseigné à l'époque dans des salles d'armes où les profs étaient aussi maîtres escrimeurs, maîtres canistes, maîtres bâtonnistes. Et donc pour ceux qui sont des fidèles de Sport Mag TV, vous voyez souvent de la savate parce que on est sur les compétitions de savate. Et quelles sont les prochaines grandes échéances internationales?
Je commence, mais Gilles pourra aussi évoquer. Alors d'abord, on sort de quelques grandes échéances, il faut le dire. Ouais. On a quand même eu un championnat d'Europe à Sceaux, où on a fait carton plein parce qu'on a fait que des médailles d'or. Donc 16 médailles d'or sur 16 catégories, il fallait quand même le dire, c'est assez exceptionnel. Ensuite, on a eu les World Combat Games, en assaut et en combat, garçons-filles. Alors là, je vais donner juste un chiffre. Les World Combat Games, tous sports confondus de combat, c'est 12 médailles. Nous, on en a fait 10. On a fait 8 médailles d'or et 2 médailles d'argent. C'est trop. Non, c'est jamais trop. Non, mais pour la reconnaissance, il faut laisser de la place aux autres. Ah oui, mais la concurrence existe. Hein. Sinon, C'est un des écueils pour la reconnaissance au CIO. Et il y a surdomination de la Fédération française. Mais oui, laissez-les un peu gagner les autres, parce que Gilles, après, il galère, il va voir les pays en disant venez faire la savate, et il dit, non, c'est toujours les Français qui gagnent. Bon, en tout cas, c'est bien. En tout cas, un sport, cocorico, un sport où on est au-dessus des autres. Ouais, et puis on est en pleine période de finale de nos championnats du monde de combat. On a déjà eu trois dates. Cette année, c'est la France qui organise l'ensemble des finales. Donc on a eu 3 dates de finale. On sort de la finale qui a eu lieu à Nantes. On va à côté de Chambéry le 2 décembre à la Mode-Servolex. Et puis on sera à Amiens fin janvier pour finir les finales des championnats du monde senior avec nos Français. Donc voilà, c'est des grands événements. C'est des grands événements à suivre, évidemment. Et puis il y a une tournée de promotion en Chine. Non? Ah, c'est le président. Oui, alors comme on en parlait tout à l'heure de la francophonie, vous savez que notre président de la République, depuis quelques mois, il appuie sur le bouton francophonie. Et donc, incroyable, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pays francophones en Afrique, en Asie. Et là, il y a un pays asiatique qui s'intéresse. Alors, bon, on a créé aussi une fédération là-bas, on a travaillé déjà là-bas. Donc en Chine, on a déjà fait un gros boulot. Mais là, il y a 7, on va dire, des universités de sport. En Chine, il y a 7 universités de sport qui veulent justement qu'on aille faire de la promotion, qu'on aille faire des démonstrations, qu'on aille promouvoir notre savate. Incroyable, mais vrai, c'est pas un pays. Mais voilà, alors donc on va partir je vais partir avec 2 athlètes de haut niveau, avec un entraîneur national, 2 athlètes, 2 champions du monde, parce qu'ils ne veulent pas n'importe quoi. Ils veulent une féminine et un masculin, mais des champions du monde. On en a. On va leur en apporter, et puis on va les porter la bonne parole, et on va leur faire voir ce que c'est que la savate, et puis essayer de construire quelque chose avec ces 7 universités. Et si le salut international de la savate, de la boxe française passait par la Chine, ce serait beau quand même, hein? Ouais. On va tout faire pour, en tout cas. Alors il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais vous dire pourquoi, parce que la savate a été invitée à participer au Masterships. Attention, parce que vous portez votre micro comme Johnny Hallyday. Voilà, la savate a été invitée à participer au Masterships, qui est une compétition style Jeux Olympiques, mais uniquement avec des sports asiatiques. Et la boxe française savate, on est le seul sport occidental à avoir participé à ces Masterships. Masterships qui ont vocation à être organisés tous les 4 ans aussi. Voilà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ils nous reconnaissent, les Asiatiques nous reconnaissent. C'est pour ça que moi j'y crois à la boxe française, à la savate, parce qu'on voit bien, évidemment, nous on a un attachement particulier à ce sport, né près de chez Ludovic, à Ménilmontant. Mais on voit bien qu'en fait ça intéresse les autres. Et même ceux qui ont déjà beaucoup de sports similaires dans leur culture. Donc on va y croire. Surtout que vous allez accompagner la mission de coopération internationale du ministère et de l'Agence nationale du sport. Et ça aussi, ça va être un bon levier de développement du sport. On est en plein salon, hein, donc il y a des gens qui passent, il y a des gens autour. Bon, voilà, mais oui, pardon, vous allez accompagner cette mission. Disons, on est accompagné par l'institution, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à croire que le financement est mis que sur les sports olympiques. Et moi, je tiens à dire quand même qu'on a un ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques qui suit l'ensemble des fédérations sportives. Quand on est parti au Liban faire le gala francophone de Liban, c'est dans le cadre aussi de la coopération internationale avec le ministère des Sports. Donc on est aussi aidé financièrement sur ces questions-là. Sur la Chine, on espère que ça va être pareil. Et puis avec l'Agence nationale du sport,
on est quand même largement accompagné sur le suivi de nos sportifs de haut niveau, sur les déplacements équipe de France, sur les stages équipe de France. Donc toute la haute performance, on va dire, eh ben, c'est aussi une question d'institution et c'est aussi une question de confiance avec nos partenaires, que ce soit le ministère, l'Agence nationale du sport. Donc voilà, je pense qu'on est reconnu aujourd'hui. Pas uniquement parce qu'on ramène des médailles, on en ramène, mais aussi on sait le travail qu'on fait derrière pour en ramener, la concurrence internationale et la structuration qu'on met en place pour se développer. Et cette confiance-là, elle se traduit aussi par un soutien et un accompagnement. Et puis on est aussi dans le sport santé, on a entendu hier la ministre lancer la grande cause nationale, hein, bouger 30 minutes par jour. Et si on faisait 30 minutes de boxe française par jour, évidemment, ça nous maintiendrait en pleine santé et ça ferait la promotion aussi de ce sport dont on peut être fier et qu'il faut remettre au goût du jour. Je vous rappelle, hein, si vous aimez les mangas, vous allez adorer la savate. Et c'est vrai, Gilles, je vois Gilles. Alors Gilles, c'est un très bon VRP de la savate, hein, de la boxe française. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter, Gilles? Je vous vois. Moi, j'ai envie de vous dire, on a un très bel objectif qui va rejoindre les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est qu'en 2025, il y aura les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal. Le Sénégal s'est porté candidat à l'organisation des championnats d'Afrique de boxe française savate l'année prochaine, en 2024, et ce sera une belle préparation pour la savate, parce que nous espérons qu'elle sera bien représentée. C'est une belle fédération, la Fédération sénégalaise de boxe française savate, et qu'on sera vraiment aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et donc ça sera une bonne introduction, parce qu'on aura le regard de beaucoup de membres du CIO sur notre sport. Je tiens à dire aussi la deuxième chose, à Riyad, on avait ramené des canistes, et ça c'est une grande richesse de la boxe française savate, la canne de combat. Vous savez que la boxe française savate est l'enfance de la Révolution. Comme il l'a dit, c'est né dans les boulevards, c'était les riches qui devaient aussi se défendre. C'est pour ça que les professeurs d'escrime ont ouvert leur salle pour faire de la boxe française savate aux riches, parce qu'il fallait gagner de l'argent, hein, aux riches. Et on voit les images là justement de la canne. Voilà, la canne de combat, c'est une grande richesse. Cette canne de combat, on peut faire de la canne de combat en fauteuil, avec inclusion, parce que moi, je peux me mettre dans un fauteuil et essayer de battre quelqu'un qui s'entraîne tous les jours en fauteuil. Autant vous dire que j'ai perdu d'avance. C'est ce qui s'est passé à Riyad. On a fait un championnat par équipe en fauteuil. Et bien sûr, ce sont les personnes qui auront l'habitude de s'entraîner en fauteuil, donc les grands manipulateurs de fauteuil qui ont gagné. Et là, on est vraiment dans l'inclusion. Évidemment. Et on fait des assauts mixtes, filles contre garçons. Et des fois, c'est les filles qui gagnent. On est vraiment dans les valeurs de l'olympisme. Voilà. Évidemment, vous avez tout d'un sport olympique. Vous n'êtes pas encore, vous n'êtes plus un sport olympique, mais je suis sûr que ça va revenir. En tout cas, bravo, parce qu'en voyant ce verre à moitié plein, eh bien, vous arrivez à faire plein de choses en parallèle des Jeux Olympiques. Et donc, oui, pour nous, Français, on peut dire que c'est un sport olympique parce qu'il va faire partie de la fête olympique. La boxe française, la savate, que vous retrouvez bien sûr très régulièrement sur Sport Mag TV, parce que ça aussi, ça passe aussi par là, c'est sur la visibilité des compétitions et sur la compréhension de ce sport. Merci beaucoup. Vive la savate, vive la boxe française, Président. Moi, je voulais juste finir parce que je vois que vous êtes vraiment enjoué avec ce sport qui est notre sport, notre belle savate. Et que je découvre. Que vous découvrez. Mais pour vous faire rappeler un petit peu de temps en temps, je pense que ce pins-là de la fédération, il va vous revenir. Alors là, écoutez, peut-être qu'un jour j'aurai la Légion d'honneur, mais là déjà, c'est déjà beaucoup de bonheur. Alors, je vais prendre le pins de la fédération. C'est fédération française ou internationale? Fédération française. Française, très bien. La fédération française. Eh bien, vous savez quoi? Je m'auto, comment on dit? Enfin bref, je deviens, voilà, le représentant, un des représentants, alors beaucoup moins que Gilles, parce qu'on sent que Gilles, il est sur tous les combats, mais donc la boxe française, il faut que les Français défendent votre sport, qu'on pousse un peu les portes de vos clubs, il y en a sur tout le territoire, donc plus de 700 clubs, près de 800, oh là là, avec plus de 60 000, un peu moins de 60 000, ben allez, on va, objectif 60 000 dans quelques jours, et faites partie de cette grande vague de la boxe française pour que ce sport qui est né chez Ludovic devienne un sport olympique et un sport reconnu internationalement. Voilà, on a tous à y gagner, surtout les Français, vous avez compris, il y a des médailles d'or. Alors si on veut entendre la Marseillaise, soyons patriotes, soyons boxe française. Merci à tous, on y croit. Merci. Merci.